Dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai simulé la surface de l'océan. Avant de dessiner quelque chose à l'écran, on va d'abord déterminer comment la surface de l'océan évolue dans l'espace-temps. Ce qu'on cherche alors à calculer, c'est l'élévation de l'océan par rapport au plan horizontal. Mathématiquement, on représente cette élévation avec une fonction de 2 paramètres qui associe une hauteur à chaque point du plan. On appelle cette fonction le champ de hauteur. Dans sa publication, Gerrit et Sandorf expliquent comment des chercheurs ont déterminé cette fonction. Des bouées qui enregistrent leur altitude respective ont été placées à différentes positions sur la surface de l'océan. Les bouées, dans leur ensemble, fournissent alors un signal qui donne une allure de l'élévation de l'océan à différents instants. Mais comme Tessendorf le précise, il est très difficile de travailler directement avec ce signal, parce qu'il semble évoluer aléatoirement dans le temps. À la place, on préfère travailler avec la transformée de Fourier de ce signal. Pour faire simple, on peut décomposer le signal de départ en une série de signaux sinusoïdaux de différentes fréquences et amplitudes. L'avantage de cette décomposition, c'est qu'on connaît parfaitement l'évolution des ondes sinusoïdales dans le temps. Ainsi, pour obtenir l'évolution de la surface de l'océan, il suffit de récupérer le signal à un instant donné, puis de le décomposer en signaux sinusoïdaux avec la transformée de Fourier. On fait ensuite évoluer chacun de ces sinusoïdes dans le temps, et finalement on effectue la transformation de Fourier inverse pour trouver le signal à un instant plus avancé. La décomposition de Fourier du signal initial est fournie dans la publication de Gerrit et Sandorf. Pour simplifier les calculs plus tard, les sinusoïdes de la transformée seront représentés avec des nombres complexes. Cette équation s'appelle le spectre de Phillips et dépend de la direction et de la vitesse du vent. Comme d'habitude, j'ai tout fait à la main, je suis donc parti d'un projet C++ complètement vide. On a d'abord besoin de quelques objets mathématiques de base. J'ai commencé avec les nombres complexes, qui serviront pour la transformée de Fourier. On peut représenter un nombre complexe avec 2 nombres décimaux, qui correspondent à la partie réelle et à la partie imaginaire. Je définis ensuite les différentes opérations sur les complexes, l'addition, la soustraction, la multiplication et le calcul du conjugué. La transformée de Fourier fera intervenir un exponentiel complexe qu'on peut calculer en utilisant la relation de l'air. Ensuite, on a besoin d'un vecteur à 2 dimensions pour représenter le vecteur d'onde et la direction du vent. Pareil ici, je définis les opérations arithmétiques sur les vecteurs, l'addition, la soustraction et la multiplication par un scalaire. Le spectre de Phillips fait également intervenir un produit scalaire et la norme d'un vecteur. Dans le calcul du champ de hauteur, on a aussi besoin de générer des nombres de manière aléatoire. Pour ça, j'ai créé une fonction qui utilise un petit algorithme de hachage. Bref, avec tout ça, on peut enfin reconstruire le spectre de Phillips. Je définis d'abord quelques constantes, comme la vitesse et la direction du vent, et la constante de gravitation terrestre. Ensuite, je rentre l'équation du spectre de Phillips, qui me donne la décomposition de Fourier du champ de hauteur. Le résultat est donné sous la forme d'une liste de nombres complexes. Pour obtenir le champ de hauteur initial, il ne reste plus qu'à effectuer la transformée de Fourier inverse. Pour ça, j'ai utilisé l'algorithme de Cooley-Tukey qui permet de calculer la transformée de Fourier inverse à partir de ces nombres complexes.
Le programme précédent a permis de créer le champ de hauteur de l'océan à l'instant initial. Les valeurs de l'élévation de l'océan y sont agencées dans une matrice. Pour mieux se rendre compte de l'allure du résultat, on va représenter cette matrice avec une image. Le principe est plutôt simple. On va créer une image de même dimension que la matrice. On a ainsi une correspondance entre chaque élément de la matrice et chaque pixel de l'image. L'image sera en nuances de gris, ce qui veut dire que l'intensité d'un pixel donné sera proportionnelle à la valeur correspondante dans le champ de hauteur. Ainsi, plus la hauteur de l'océan est grande, plus le pixel à la coordonnée correspondante sera lumineux. Ce qui produira, au final, une représentation graphique du champ de hauteur. Pour générer une image, j'ai repris le principe de ma précédente vidéo sur la simulation de fluide. J'enregistre d'abord l'image au format ppm. C'est un format simple à écrire où on renseigne les dimensions de l'image, suivi de la couleur de chaque pixel, les uns à la suite des autres. Après ça, je convertirai l'image en PNG avec FFmpeg pour pouvoir voir le résultat dans mon éditeur. Bref, comme expliqué précédemment, je calcule l'intensité de chaque pixel à partir de l'élément correspondant dans la matrice. Et finalement, je change la couleur du pixel. Pour obtenir son niveau de gris, il suffit de passer la même intensité pour la quantité de rouge, de vert et de bleu. On va maintenant animer la surface de l'océan. La transformée de Fourier va nous faciliter la tâche parce qu'on a la décomposition de la surface en ondes sinusoïdales qui sont plus simples à manipuler. Pour obtenir la hauteur de la surface à un instant futur, il suffit de décaler ces sinusoïdes en respectant les lois de la physique. Le décalage temporel d'une onde sinusoïdale est déterminé par sa pulsation. Plus cette valeur est grande, plus l'onde se décalera rapidement. Dans le cas des vagues d'eau, la pulsation dépend de la fréquence spatiale du sinusoïde. Les ondes de plus grande fréquence spatiale se déplaceront plus rapidement dans le temps. On appelle ce phénomène la dispersion. Une rapide recherche sur Google nous permet de trouver la relation de dispersion pour les vagues d'eau. Dans notre cas, on va travailler avec des eaux très profondes. Par conséquent, l'argument de la tangente hyperbolique sera très grand. Comme la tangente hyperbolique converge très vite vers 1, je peux la simplifier dans l'équation. Dans le programme, je calcule d'abord la pulsation de chaque onde grâce à cette équation. Et, juste avant la transformée de Fourier inverse, je décale chacune d'entre elles en fonction de l'instant choisi. Pour obtenir une animation, il suffit de générer une séquence d'images à différents instants que l'on assemblera en vidéo avec FFmpeg. Le moteur graphique que j'ai créé reproduit les phénomènes physiques qui expliquent la vision des objets qui nous entourent. En physique, on explique la manière dont sont perçues les choses à partir des rayons de lumière qui arrivent à nos yeux.
ces rayons de lumière ont plusieurs propriétés. Par exemple, dans le vide, ils se déplacent en ligne droite et conservent leur couleur. Cependant, dès qu'un rayon touche un objet, il subit différentes transformations qui dépendent du matériau de l'objet et du rayon lui-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ces modifications sur les rayons qui expliquent comment sont perçus les objets. Le moteur graphique génère une image en la plaçant devant un œil virtuel et en retraçant le parcours des rayons lumineux qui l'atteignent. On envoie un rayon en partant de l'œil vers le pixel dont on veut déterminer la couleur. Cette technique de rendu s'appelle le ray tracing. Je l'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes vidéos précédentes. Dans un premier temps, je vais expliquer comment construire notre source de lumière, qui sera ici le ciel. Un rayon peut être décrit à partir de 3 variables. Un point, qui correspond à l'origine du rayon, une direction, qui donne son sens de propagation, et un nombre, qui donne son intensité. Le point et la direction peuvent être modélisés mathématiquement avec un vecteur à 3 dimensions. Dans le programme, je généralise toutes les fonctions définies sur les vecteurs, mais pour la 3D, à l'aide des rayons, on va dessiner sur l'image. On commence par définir un point qui correspond à la position de l'œil. Il a une profondeur négative pour dire qu'il sera placé derrière l'image. Ensuite, on parcourt chaque pixel de l'image. Pour chacun d'entre eux, on associe un rayon qui part de l'œil vers celui-ci. C'est ce rayon qui va déterminer la couleur du pixel. Pour que ce soit bien clair, je place ce calcul dans sa propre fonction. Elle retourne la couleur du pixel à partir d'un seul paramètre, son rayon associé. Par exemple, si cette fonction retourne toujours la même couleur, quel que soit le rayon, alors tous les pixels auront cette couleur. En faisant varier la couleur en fonction du rayon, je vais dessiner un coucher de soleil. Dans cette situation, les rayons de lumière provenant du ciel ont une couleur orangée quand ils sont proches de l'horizon et ils deviennent de plus en plus bleus au fur et à mesure qu'on s'approche de la verticale. On peut mesurer la verticalité du rayon en utilisant les coordonnées de sa direction. Sont projetés selon l'axe Y tend vers 0 lorsque le rayon s'approche de l'horizontale et augmente progressivement vers 1 à mesure qu'on s'approche de la verticale. Autrement dit, cette valeur nous donne la proportion de bleu présente dans le ciel. En associant le reste à l'orange, on obtient l'effet recherché. J'utilise différentes fonctions de lissage et quelques ajustements colorimétriques pour obtenir un dégradé qui me plaît. Ensuite, j'utilise un vecteur pour définir dans quelle direction se trouve le centre soleil. L'intensité de la lumière provenant du soleil dépend alors de l'alignement de la direction des rayons reçus avec la direction du soleil. On peut mesurer ça avec un produit scalaire. On obtient une intensité nulle lorsque l'angle entre les vecteurs atteint 90 degrés, ce qui donne un très gros soleil. On peut réduire cet angle en appliquant la fonction puissance sur le produit scalaire. Pour dessiner l'océan avec le ray tracing, on a besoin de savoir comment les objets influencent le parcours des rayons. Pour ça, on va se baser sur une expérience.
Un laser est utilisé pour visualiser la trajectoire de la lumière après avoir touché la surface de l'eau. On remarque que le rayon se divise. Une petite partie du rayon est reflétée. La direction alors suivie est le symétrique de la direction incidente par rapport à la normale de la surface. Une autre partie traverse la surface. La direction est alors déterminée par les lois de Schnell-Descartes. Mais on ne va pas s'y intéresser ici. Bref, ce que cela nous dit, c'est qu'on a besoin de 3 éléments pour retrouver d'où vient le rayon. La position du point d'impact du rayon, la direction de la normale, qui va permettre de calculer la direction du rayon d'origine, et le matériau touché, qui va permettre de déterminer la quantité de lumière réfléchie. Ici, j'aurai 3 objets, une boule, l'océan et le ciel. Je vais d'abord expliquer comment obtenir le point d'impact du rayon. Dans notre cas, l'origine et la direction d'un rayon donné sont déjà déterminées par la position de l'œil et la position du pixel associé. Ainsi, pour trouver la position de n'importe quel point du rayon, il suffit, par exemple, de connaître sa distance par rapport à l'origine. Reste à savoir à quelle distance se trouve le point d'impact. Pour ça, on va imaginer qu'il existe une fonction qui est capable de mesurer la distance la plus courte entre l'objet qu'on dessine et n'importe quel point de l'espace qu'on lui donne. En mesurant la distance avec l'œil, je suis capable de me rapprocher rapidement du point d'impact en étant sûr que je ne traverserai pas l'objet. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que, comme on l'a vu, cette distance me permet de définir un nouveau point sur le rayon. L'avantage ici, c'est que je peux réutiliser la fonction pour mesurer la distance entre le nouveau point et l'objet. En additionnant cette nouvelle distance à la précédente, je peux me rapprocher encore plus du point d'impact. En continuant ainsi, on est capable de se rapprocher indéfiniment du point d'impact sans jamais traverser l'objet. Dans mon programme, je m'arrête une fois que la distance mesurée par la fonction est suffisamment courte. Ce qui est bien avec cet algorithme, c'est qu'on peut aussi détecter quand le rayon ne touche pas la scène. Dans ce cas, il arrivera un moment où la distance ne cessera de grandir indéfiniment. Donc, dans le cas où j'atteins une distance trop grande, je considère qu'on ne touche pas d'objet et donc je dessinerai le ciel. Cet algorithme s'appelle le remarching. N'importe quelle forme peut alors être dessinée à partir du moment où on peut calculer sa distance avec un point quelconque de l'espace. Dans le cas d'une sphère, cette fonction est facile à déterminer. On prend d'abord la distance entre le point et le centre de la sphère, auquel on retire le rayon de la sphère. On remarque que dans le cas où le point se situe à l'intérieur de la boule, la distance est négative. C'est pour ça que cette fonction est appelée la distance signée. Cette distance négative a une utilité, notamment pour combiner ou soustraire des objets entre eux. J'explique ça dans ma vidéo sur la géométrie constructive. Pour vérifier que l'algorithme fonctionne, j'ajoute le calcul du point d'impact dans la fonction de dessin. Dans le cas où on doit dessiner le ciel, je reprends le calcul de la partie précédente. Dans les autres cas, je touche un objet. Je considère que l'œil reçoit un rayon noir dans ces cas-là. La région noire alors dessinée représente la zone où les rayons heurtent un objet. Il ne reste plus qu'à déterminer l'orientation de la surface au niveau du point d'impact. Elle peut être calculée à partir de la distance signée. Ce qu'on remarque, c'est que la surface qu'on dessine correspond exactement à l'ensemble des points où la distance est égale à 0. Cette surface particulière, où la fonction a toujours la même valeur, est appelée en mathématiques une surface de niveau. L'orientation d'un point donné d'une telle surface peut être alors calculée avec un vecteur, qu'on appelle vecteur gradient.
Les coordonnées de ce vecteur sont données par les dérivées partielles de la distance signée. Pour terminer, je prépare le calcul de la nouvelle direction du rayon par rapport à ce vecteur normal. À partir de là, on va enfin pouvoir retracer le rayon après avoir interagi avec l'objet. L'origine du nouveau rayon à retracer correspond au point d'impact, et sa direction correspond au symétrique par rapport à la normale de la surface. La couleur du pixel sera donnée par la couleur retracée par ce rayon. Pour l'intensité résultante du rayon, je reviendrai dessus plus tard, je lui donne une valeur constante pour l'instant. On obtient alors un miroir sphérique. On peut vérifier qu'il reflète bien son environnement en plaçant le soleil derrière l'œil. Après avoir touché la sphère, j'ai arbitrairement choisi que 80% du rayon lumineux était réfléchi vers l'œil. Cependant, dans la réalité, la proportion de lumière réfléchie dépend de l'angle d'incidence du rayon par rapport à la surface. Lorsque l'objet est observé perpendiculairement à la surface, davantage de lumière est traversée et peu de lumière est réfléchie. Dans ce cas-là, la surface nous apparaîtra transparente. A l'inverse, lorsque l'objet est observé parallèlement à sa surface, davantage de lumière est réfléchie et peu de lumière est traversée. Dans ce cas-là, la surface agit comme un miroir. Cette proportion de lumière réfléchie en fonction de l'angle est donnée par le coefficient de Fresnel. Son calcul exact est plutôt coûteux, j'ai donc utilisé une approximation qui se base sur un simple produit scalaire. Au passage, on remarque que la fonction qui se charge de la réflexion s'appelle elle-même tant qu'on touche un objet. Autrement dit, cet algorithme gère déjà les réflexions multiples entre plusieurs objets. Les rayons sont alors retracés récursivement jusqu'à atteindre leur source au niveau du ciel. Je vais vérifier ça en dessinant la surface de l'océan. Je vais commencer par un plan horizontal infini. La distance signée à un plan horizontal s'obtient en prenant l'altitude du point auquel on soustrait l'altitude du plan. J'applique enfin l'algorithme de Remarching à cette nouvelle distance signée pour qu'elle soit prise en compte dans le dessin final. Il ne reste plus qu'à déformer la surface du plan. Dans la distance signée, j'ai donné une altitude constante au plan. Mais rien ne m'oblige à faire ça, je peux très bien faire varier la hauteur en fonction des coordonnées du point passé en paramètres. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que nous donne le champ de hauteur qu'on a calculé plus tôt.